T'as vu, j'ai mis mon cosplay de Bruno Le Maire. C'est vrai que c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Et ça t'est inspiré de quoi? Mépris de classe, mépris de classe, mépris de classe. Ça recommence. Ça rend pas mal. Là j'ai cru que c'était Bruno Le Maire qui était là. C'est ouf. Putain. Tiens, tant qu'on parle de ça, t'es allé voir le dernier Avatar? Ah bah non, toujours pas non. Parce que j'ai une super histoire sur le processus de production de la bande originale du premier Avatar. Tu veux l'entendre? Avatar est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron et sorti en 2009. Tout le monde connaît, tu peux passer à la suite maintenant. L'équipe derrière le film avait pour ambition de créer un monde très riche avec un lore à la manière du Seigneur des Anneaux. Pour développer ce monde et la culture des hommes bleus, pas eux, voilà, Cameron décida de faire appel à une partie de l'équipe du film Titanic et notamment à James Horner, compositeur de nombreuses bandes originales. La production fit aussi appel à cette dame, Wanda Bryant, une ethnomusicologue. Ce métier au nom très savant consiste globalement à étudier la façon dont la musique fonctionne dans une société, selon qui l'a fait et pourquoi notamment. Horner et Bryant se mettent alors en quête de créer la musique traditionnelle d'une tribu autochtone alien. Au printemps 2007 donc, Wanda est contactée par Lightstorm Productions pour bosser sur la BO d'Avatar. Horner avait pour ambition de créer un son nouveau et unique que personne n'avait entendu avant. Pour cela, Wanda est allée chercher des extraits de musique d'un peu partout dans le monde. Mais Horner, ayant une culture musicale assez diversifiée, Un peu comme moi. Non, c'est un petit groupe, c'est AC/DC. Wanda dut aller fouiller encore plus profondément pour trouver des sons que Horner n'avait jamais entendus. De cette recherche, elle isola 25 extraits sonores de partout dans le monde et ces extraits constituèrent la base de leur travail pour la bande son. Pas mal hein? Ouais, on sent déjà que la bande son est ouf. Mais Bryant et Horner ont rapidement été confrontés à la question suivante. Comment créer une musique alien sans aliéner l'audience? Pour trouver une solution à ce problème, ils se sont basés sur les extraits sonores que Bryant a trouvés et ont essayé de produire de la musique qui s'en inspire. Par exemple, ils ont essayé un morceau avec un groupe d'hommes qui chantent sur un mode microtonal. Micro quoi? Micro-feur. La tonalité est le langage musical utilisé en musique classique en Europe à partir du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on retrouve ce langage dans la plupart des musiques populaires occidentales et sa présence tend d'ailleurs à s'étendre au-delà de l'Occident. Avec ce système, entre un Do grave et un Do aigu, il y a 11 notes qui se trouvent à égale distance les unes des autres. Et par exemple, entre la note de Do et la note de Ré, il n'y a qu'une seule note, le Do dièse, qui est pile entre les deux. La microtonalité, elle, dit qu'entre un Do grave et un Do aigu, il peut y avoir autant de notes qu'on veut, réparties comme on veut. Par exemple, on peut décider qu'entre Do et Ré, il n'y a pas que le Do dièse, mais aussi le Do demi-dièse qui se situe entre Do et Do dièse. Putain. Oh non, t'as bien fait d'expliquer, oui. On a donc un groupe d'hommes qui chantent en mode microtonal, et par-dessus, Horner et Bryant ont demandé à des chanteuses d'improviser des mélodies qui se chevauchent à la manière de la compositrice suédoise Karin Rehnqvist. Bien qu'intéressante en théorie, cette idée ne fonctionnera pas en pratique. Les premiers retours disent que les éléments microtonaux du morceau sonnent faux et désaccordés. En conséquence, ils ont eu du mal à trouver un endroit dans le film où cette idée pouvait être utilisée, notamment parce qu'elle interférait avec l'orchestre symphonique. Cameron a rejeté la plupart de nos enregistrements de démonstration en disant que cela ressemblait soit trop à quelque chose du Japon, soit à quelque chose de la Chine, soit que c'était trop bizarre. Donc, les rares moments du film où l'on peut entendre de la microtonalité sont surtout les moments de tristesse et de chagrin. Mais pourquoi? Mais ça, on va y revenir. Un autre exemple. Vers la fin du film, les Na'vi chantent une chanson dont l'idée a été proposée par Cameron. James veut rompre avec la tradition Na'vi et utiliser une très belle mélodie émouvante et mélancolique, chantée par tous et comprise par tous, de l'Oklahoma au Dakota du Sud, un Amazing Grace Na'vi pour ainsi dire. Horner et Bryant se sont alors mis à la tâche en prenant soin d'intégrer des éléments microtonaux, toujours dans l'objectif de faire une musique que personne n'avait entendue avant, une musique alien. Encore une fois, Cameron trouvait que les éléments microtonaux sonnaient bizarres, et ceux-ci ont été supprimés. Le morceau final s'inscrit donc purement dans la tradition musicale des blockbusters américains. Ce morceau a été l'objet d'un travail conséquent de Horner et Bryant, mais on ne peut l'entendre que pendant 30 secondes dans le film. Et de façon générale, Bryant n'a retrouvé que 5 passages dans ce film de 3 heures qui s'inspirent de ses travaux avec Horner. Le reste de la musique étant écrit comme une musique de blockbuster assez classique. Quoi, c'est tout? Ah ouais, c'est tout. Mais comment c'est possible qu'ils aient gardé que ça? En fait, pour moi, les problèmes ont commencé dès le début de la pré-production.
Horner et Bryant ont commencé par regarder les concept art des navires et ont réfléchi au type de musique que ces grandes créatures bleues pourraient produire. Bon, qui s'occupe du montage là? Dès ce moment-là, il y a eu des différences entre les attentes de Horner et Bryant et les attentes du reste de l'équipe. Par exemple, les navires ont 4 doigts, ce qui veut dire qu'en jouant d'un instrument avant, ils n'ont accès qu'à de la musique pentatonique, c'est-à-dire avec seulement 5 notes au lieu de 7 que nous on peut jouer grâce à nos 5 doigts. Horner et Bryant ont donc immédiatement pensé Trop facile. Non. En fait, ils se sont tout de suite retrouvés en difficulté, car selon Horner, la musique pentatonique est trop reconnaissable comme étant asiatique ou africaine, et trop restrictive pour créer la musique du film. Autre exemple, parmi les concept art de pré-production faits par les designers, un dessin d'un tambour navire mentionnait Une structure rythmique complexe qui présente des signatures rythmiques elliptiques multicouches dérivées des schémas orbitaux de leur système solaire. Ah, ouais. Ah ouais, je vois. Et à ce moment-là, Horner et Bryant se sont donc rendus compte qu'il y avait une déconnexion entre eux et les designers de l'équipe qui étaient visiblement complètement fous. En fait, Cameron était lui-même conscient de ce genre de problème et il a sciemment négligé, voire ignoré un ou deux détails dans l'intérêt du récit. Et ça montre bien la difficulté de concilier les éléments créés en amont, ayant pour but d'enrichir le monde d'Avatar, les envies de jamais vues de Cameron et Horner, et les goûts supposés des spectateurs, pas habitués à autre chose qu'un orchestre, apparemment. Là, c'est important de rappeler que les difficultés qu'ils ont eues résultent pas d'une opposition entre un réalisateur ambitieux et des producteurs qui ne pensent qu'à rentabiliser un film. Ici, l'idée de créer une musique que personne n'a entendue avant vient de Horner, le compositeur du film. Et je pense que c'est possible que cette idée lui vienne de la direction de Cameron, qui était de créer un monde totalement nouveau. Et c'est ensuite ce même Cameron qui a tempéré systématiquement le côté non occidental des musiques écrites par Horner et Bryant. Mais je pense qu'il y a aussi eu des erreurs de démarche artistique. En fait, ils sont partis du principe que la microtonalité n'est pas utilisée en musique occidentale et ont décidé de s'en servir pour obtenir une bande originale qui sonne alien. À mes yeux, le problème avec ça, c'est que à Hollywood, on ne fait pas que de la musique tonale. On fait aussi de la musique atonale, qui est un autre langage musical développé au cours du XXe siècle. Au fil des années, Hollywood a puisé dans la musique atonale et très souvent s'en est servi, et s'en sert encore aujourd'hui, pour suggérer la peur, le malaise, par exemple dans des films d'horreur. Ouais. Ouais, c'est bon. Non, mais j'ai. Non, mais... Ouais, c'est bon. Et à mes yeux, cet usage systématique du langage atonal fait que dès qu'on sort du langage tonal dans un film hollywoodien, eh bien on a peur, ou au moins on est mal à l'aise. Et je pense que pour des gens qui sont exclusivement habitués à la musique tonale, la musique microtonale et la musique atonale peuvent être perçues un peu pareilles et donc toutes les deux vont probablement suggérer une forme de malaise. Écoute ça. Mais non, mais c'est nul. C'est ça, en fait. Rien à voir, donc, avec ce que Horner et Wanda voulaient suggérer avec ce morceau. En fait, la musique d'un film hollywoodien s'adresse à des spectateurs occidentaux et doit donc tenir compte des codes qu'ils et elles ont appris au cours de leur exposition à cette culture occidentale. Imaginez un mot qui a un sens différent en français et en anglais. Mais il y a journée, par exemple. Ou coin. Si vous le dites à quelqu'un qui parle seulement français, vous devez vous attendre à ce qu'il comprenne le sens que ce mot a en français. Et ben c'est pareil pour la musique atonale ou microtonale. Si vous en jouez à un spectateur occidental, qui n'est simplement pas habitué à ce genre de mélodie, vous devez vous attendre à ce que ça lui suggère ce qu'on associe d'habitude à ce type de mélodie en Occident, à savoir de la peur, du malaise, etc. Tout à l'heure, j'ai dit que les seuls moments où ont été intégrés des passages microtonaux sont les moments de grande détresse et de chagrin. En fait, c'est pas surprenant que les seuls usages qui ont été trouvés pour la microtonalité soient pour faire ressentir des émotions négatives, parce que c'est ça que le spectateur a appris à ressentir dès qu'il entend de la musique non tonale dans un film hollywoodien. Et même sur le papier, on peut voir un problème. Pourquoi créer une musique qui sonne alien et qui suggère donc l'autre, le différent, alors que le film s'acharne justement à montrer que les navis ont des sentiments assez proches de ceux des humains? Et aussi, je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en se fixant comme objectif de départ de produire de la musique que personne n'avait jamais entendue avant. Est-ce que c'est vraiment bien de s'asseoir devant son clavier et de se dire « Oh bah tiens, je veux faire de la musique que personne n'a jamais entendue ». Peut-être qu'il vaut mieux par exemple prendre ce qui est fait autour de soi et y ajouter une petite touche personnelle. Parce que chaque individu est le premier de l'histoire de l'humanité à être lui-même, et donc cette touche ajoute de l'originalité, mais surtout elle ajoute de l'authenticité. Son histoire, ses expériences ajoutent à cette culture commune une touche de jamais vue en quelque sorte, et donc en fait quelque chose d'unique.
Avec Avatar, l'intention était de faire une musique que personne n'a jamais entendue avant. En soi, ça pose pas de problème. Mais en pratique, ils ont essayé de faire ça en se contentant de mélanger des trucs jusqu'à que ce soit plus reconnaissable. Et donc le résultat était bizarre, ce qui est pas très surprenant. Donc attends, si je comprends bien, ils sont partis dans la mauvaise direction. Selon moi, oui. Mais est-ce qu'ils auraient pu y arriver de toute façon? Je sais pas s'ils auraient pu faire autrement. J'ai l'impression que pour pas s'aliéner les gens, il faut faire de la musique que les spectateurs peuvent plus ou moins comprendre, pas de la musique qui sonne alien. Peut-être qu'ils auraient pu laisser plus d'éléments qui sonnent alien dans la musique, et du coup ça aurait été une bande-son un peu plus originale, plus réussie. Ben ouais, vous trouvez pas ça bizarre de vouloir que la musique des Na'vi soit quelque chose que personne n'a jamais entendu avant? Que ça soit de la musique qui soit fondamentalement différente de toutes les musiques terriennes? Parce qu'en fait, le reste du film s'acharne à montrer que, malgré les différences qu'ils ont avec nous les humains, les Na'vi éprouvent des sentiments bien similaires aux nôtres. Fondamentalement, les Na'vi nous ressemblent. Une musique alien, ce serait une musique qui donne la sensation qu'elle vient fondamentalement d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que pour faire ça, la musique doit se mettre à distance de son auditeur. Et je me demande si une musique qui s'éloigne de son auditeur, ce serait pas exactement ça, une musique qui s'aliène son auditeur. Face à ces difficultés, Horner a donc produit une BO de blockbuster assez classique avec seulement quelques éléments inspirés des morceaux aliens qu'ils avaient essayés au début. Et ça c'est fou parce qu'au final ça résonne tristement avec l'histoire qui est racontée dans le film. La culture musicale alien créée par Horner et Bryant a été prise, exploitée, transformée pour être parfaitement adaptée pour les besoins des spectateurs, sans tenir compte du fait qu'il ne reste plus grand chose de cette culture dans le résultat final. Et donc, l'histoire de la bande originale d'Avatar est la même que ce que raconte le film Avatar. Bah oui, putain, c'est exactement la même chose en fait. Ouais, c'est ça qui est fou avec cette bande originale. Tous travaillent pour créer cette culture, pour au final faire comme dans le film et lui rouler dessus sans ménagement. Les papas des Na'vi sont finalement pas très sympas. Oh bah il y a une séance dans 30 minutes. Ah mais non, putain, trop bien. En plus, j'avais hâte d'aller le voir. Et tu sais qu'il paraît qu'il y en a des jaunes maintenant? Mais non. Bah si.